la presentación del trabajo de Cydia Scopare. Buenas noches. Alors, comme vous vous en êtes rendu compte, il est très difficile de parler après Marie-Jean Sauvé. Como se acaban de dar cuenta, es muy difícil hablar después de lo que presenta Marie-Jean, Parce qu'il a tout dit, ou presque. pues porque ha dicho casi todo. Je vais malgré tout essayer de poursuivre avec ma contribution que j'ai intitulée Parole et violence. A pesar de todo, él va a intentar contribuir con su conferencia que tituló Palabra y violencia, enseñanzas del psicoanálisis. Alors, donc, avant de commencer, et croyez bien que ce n'est pas de pure rhétorique, je tiens à remercier mes collègues de l'université d'Antioquia pour l'amitié qu'ils me témoignent en m'invitant à participer aux travaux de ce séminaire international. Violence, ségrégation, inclusion, paradoxe actuel. Alors, pour cette conférence publique, qui est aussi une conférence introductive à notre séminaire, je vous convie donc à venir participer demain et après-demain pour avoir une idée précise de nos élaborations. Hoy él presenta una introducción y los invita a venir mañana y pasado o mañana para poder entender los elementos que él va a introducir hoy en su conferencia. Donc, pour cette conférence publique, j'ai proposé le titre « Parole et violence, enseignement de la psychanalyse ». Je peux énoncer la proposition ou thèse suivante: ce qui assemble, ce qui rassemble, voire articule la violence, la ségrégation et l'inclusion n'est rien d'autre que ce que nous appelons en psychanalyse, depuis Lacan, le lien social. Je veux dire très simplement par là que c'est en tant qu'il y a du lien social. Pardon? Je peux énoncer la proposition ou thèse suivante. Ce qui assemble, ce qui rassemble, voire articule séminaire sur violence, ségrégation, inclusion, paradoxe actuel, à la violence et à la parole dans leur rapport au lien social. En effet, le discours comme lien social crée une certaine fraternité entre ceux qui y sont soumis, mais il y a un envers à cette fraternité. Et cet envers, c'est la ségrégation. Freud déjà l'avait aperçu. Il faut l'autre, c'est-à-dire l'étranger ou l'ennemi, pour donner au groupe le sentiment de son identité, entre guillemets, la mémoire collective, voire le mythe collectif qui la célèbre et la nécessaire solidarité entre ses membres. Or, la fraternité, comme la ségrégation, vous le savez, ne sont pas des faits de nature, comme on disait jadis. La fraternité, en effet, ce n'est pas la consanguinité. Et il est des frères de discours qui nous sont beaucoup plus proches et parfois plus chers que des frères de sang. De même, il n'est pas exagéré de dire que la ségrégation elle-même ne surgit et ne s'établit qu'avec les discours, la tension, voire l'antipathie qu'il y a entre eux, en tant qu'ils sont des modes différentiels et opposés de traitement de la jouissance. Alors, je dirais que c'est en partie, et sur ce fond, que m'est venue la question de l'articulation de la parole et de la violence, en tant que les discours, en vérité, définissent et déterminent les conditions de la parole et les conditions de la violence. Soit quand, comment et à qui on parle. Et
quand, comment et sur qui on exerce une ou de la violence. C'est-à-dire, grosso modo, le proche, le frère, l'allié, l'ami d'une part, l'ennemi, le rival, l'étranger, le lointain d'autre part. Pour explorer ce qu'il en est de la violence aujourd'hui. Et surtout pour essayer de cerner ce que la psychanalyse nous en enseigne, je vais prendre mon départ dans l'idée qui m'est venue à partir d'une formulation, la formulation l'année dernière d'un thème de travail des collèges cliniques du champ lacanien en France. Quel est-il, ce thème? Il s'énonce parole et violence. Alors, je dirais que dès la première formulation de ce thème, il m'est venu l'idée que envisager depuis la psychanalyse le syntagme, l'expression parole et violence constitue un binaire trompeur, voire un faux binaire, c'est-à-dire un binaire qui est fait d'éléments disparates et même d'éléments hétérogènes. Par ailleurs, à lire ce syntagme de parole et violence, on a le sentiment, ou en tout cas j'ai eu le sentiment, qu'il est monté, comme on dit en bijouterie, sur un préjugé moral, sinon moralisateur, une sorte d'opposition radicale entre ce qui serait un bien, c'est-à-dire la parole, et ce qui serait un mal, la violence. Alors, il me semble que c'est une perspective qui a sa légitimité et qui a son intérêt, surtout si l'on pose l'équivalence de la violence et de la jouissance. Mais c'est aussi une perspective dont les limites sautent aux yeux, si l'on considère qu'au fond, la violence n'existe pas, au sens où Lacan disait, par exemple, que le langage n'existe pas. Seulement, dire que la violence n'existe pas ne peut et ne doit s'entendre que si cet énoncé est supplémenté par un autre, c'est-à-dire il n'y a, et c'est la thèse que je propose, il n'y a que des actes violents ou, j'ajouterais, des paroles violentes. Revenons néanmoins à notre binaire initial, aussi trompeur soit-il. Et revenons-y en soulignant qu'il commence par parole et non par violence. Cette présentation peut déjà se lire comme une mise en question, voire comme un rejet, ou comme le refus de tout historicisme. Autrement dit, il n'y a pas la violence d'abord, archaïque, primaire ou fondamentale, et que viendrait ensuite border, surmonter ou substituer la parole. En vérité, il n'y a de violence, c'est la proposition que je vous fais, il n'y a de violence que là où il y a, sinon de la parole, en tout cas là où il y a du langage et du discours. Mais entendez ce discours, ce terme de discours, au sens que Lacan lui donne à partir de 1970, c'est-à-dire un lien social fondé sur le langage. Alors, ainsi encadré, nous pouvons à présent investir le thème, ou en tout cas envisager quelques voies pour l'explorer. Je vous propose de partir de ce qui me paraît le plus simple, à savoir la parole. Est-ce qu'il n'est pas étonnant qu'il ait fallu attendre le texte de Lacan de 1953, c'est-à-dire fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, pour que ce médium quasi-exclusif de la pratique psychanalytique soit véritablement thématisé en psychanalyse. Certes, on peut dire que la psychanalyse a été très tôt
présentée comme une cure par la parole, telle qu'une cure, mais peu d'élaborations d'envergure ont suivi cette nomination, l'accent ayant été mis surtout sur la règle qui ordonne la parole dans l'expérience, c'est-à-dire l'association libre, qui en réalité n'est qu'une modalité, un régime spécifique de la parole, et l'accent a donc été davantage mis sur cette association libre que sur la fonction de la parole elle-même. On peut néanmoins extraire chez Freud, et ce, dès ses études sur l'hystérie, ce que parole veut dire pour lui, pour Freud. Grosso modo, je dirais que c'est comme psychothérapeute, de répétition, au sens de la mise en acte, de déchiffrement ou d'interprétation. Alors, en condensant à l'extrême, je dirais qu'au fond, dans la psychanalyse, telle que l'enseignement de Lacan, en tout cas, nous y oriente, il y a deux versants de la parole. La première, c'est la parole qui noue, du verbe nouer, la parole qui noue, qui condense, qui opacifie, etc. Et deuxième versant de la parole, c'est la parole qui dénoue, donc du verbe dénouer, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui révèle, c'est la parole qui troue, qui produit du trou, etc. La parole est donc présente et elle opère pour qu'il y ait de la vérité, qu'il y ait de la tromperie, qu'il y ait du mensonge, qu'il y ait du sens, du transfert et de l'interprétation. Elle vaut donc, la parole, autant par ce qu'elle dit, par ce qu'elle manifeste, que par ce qu'elle tait, par ce qu'elle occulte, ou par ce qu'elle ne peut pas dire, l'impossible à dire. Mais il faut beaucoup de paroles pour cerner ce qu'il y a d'imposible à dire. Pero son necesarias muchas palabras para tratar de cernir lo imposible a decir. Alors, j'ajouterais néanmoins qu'il y a eu malgré tout une opposition de la parole et de la violence chez Lacan. C'est très précisément dans son séminaire du 18 juin 1958, dans le séminaire sur les formations de l'inconscient, l'année donc qu'il consacrera à revisiter les structures freudiennes des formations de l'inconscient. Et que nous disait-il en 1953 sur la parole et la violence? Grosso modo, Lacan nous disait, sur le fond d'une distinction conceptuelle serrée entre violence et agressivité, que tous les opposait, que tout opposait la parole à la violence, que l'une serait l'exact envers de l'autre. Il commence par nous expliquer que, je le cite, la violence est bien ce qui est essentiel dans l'agression, au moins sur le plan humain, c'est-à-dire au moins pour les par-l'être. Al menos para los seres hablantes. Alors, manière subtile donc de nous rappeler, comme l'éthologie nous l'a enseigné, que l'agression n'est pas spécifiquement et n'est pas exclusivement humain. C'est-à-dire que l'effort de Lacan, c'est de viser à distinguer la violence de l'agressivité ou de l'agression. Es decir, que el esfuerzo de Lacan intenta distinguir la agresión de la violencia. Puis, donc, Lacan fait valoir ceci: la violence, je le cite, n'est pas la parole, c'est même exactement le contraire. Ce qui peut se produire dans une relation interhumaine, c'est la violence ou la parole. La violence ou la parole.
Donc, dans un travail relativement ancien que nous avons consacré à la violence, avec Marie-Jean Sauret, nous nous étions attachés à faire de la violence un problème pour la psychanalyse et à envisager sa spécificité, la spécificité. Ah. C'est le même. Donc, à en croire Lacan, la violence est bien d'un tout autre ordre que cette agressivité repérable et analysable dans une cure psychanalytique. Je me contenterai pour l'instant de revenir, pour y rester un instant, dans la veine freudienne concernant la violence. Et à mes yeux, ce que Freud a dit de plus original et de plus intéressant sur la violence est contenu dans son ouvrage que vous connaissez sans doute, Le malaise dans la culture ou Malaise dans la civilisation. Alors, il me suffira de rappeler brièvement les articulations freudiennes qui concourent à la formulation de ce que je tiens pour la thèse freudienne sur la violence. Selon le Freud de Malaise dans la civilisation, on peut former l'hypothèse d'un état d'avant la civilisation. Donc d'un état d'avant le langage et la parole, d'avant le renoncement pulsionnel et d'avant le refoulement. Cet état supposé d'avant la civilisation serait caractérisé par l'exercice exclusif de la force brutale, notamment dans les rapports interhumains. Cet état pré-culturel serait caractérisé dans le mythe freudien par la liberté absolue, la satisfaction totale des instincts et des besoins, mais aussi, et c'est l'envers de la médaille, par l'insécurité, par le désordre et la domination de la force physique, par la loi du plus fort. Ce qui advient avec l'instauration de la civilisation en tant que principe de limitation de la jouissance, c'est une série de restrictions sur tous les absolus de la jouissance, qu'on les appelle pulsion, liberté, satisfaction, etc. Et l'institution sur le fond d'acquisition positive, cette fois, c'est-à-dire la sécurité, l'ordre, le droit, l'éthique. Ce qui se ramène, au fond, à trois substitutions structurantes. La substitution du droit à la force, la substitution de la politique à la guerre, c'est-à-dire à la guerre comme modalité de traitement des conflits, et substitution du surmoi et de la morale à l'exercice de la pulsion agressive et de destruction. Dès lors, il me semble que nous sommes fondés à penser la violence sur le fond des deux principes psychanalytiques que Freud mobilise dans son malaise dans la civilisation. Premièrement, aussi loin que va le processus de symbolisation, tout le réel ne peut passer au symbolique. Autrement dit, il y a toujours un reste, nécessairement. Deuxièmement, comme le refoulement, le renoncement pulsionnel implique l'insistance, voire la permanence de l'exigence de satisfaction. Et donc, par conséquent, le retour symptomatique du renoncé dans l'espace créé et contraint par le renoncement à la jouissance, ici, on peut dire que l'espace de la culture, l'espace de la civilisation dont il s'agit. On peut soutenir, à partir de là,
que les propositions freudiennes nous conduisent à situer la violence non pas à l'état initial, c'est-à-dire à l'état d'avant la culture, l'état pré-culturel, comme exercice de la force brutale dans un monde sans loi, sans règles, sans normes et sans limites, mais au contraire comme le retour dans les rapports civilisés eux-mêmes, c'est-à-dire dans les rapports institués par la civilisation, de ce à quoi l'homme a dû renoncer logiquement par la grâce du logos, on peut ainsi dire, pour s'humaniser. L'agression, la domination par la force, la haine et la destructivité. J'en viens à présent à mon troisième point. Il nous faut en effet sortir du simplisme inhérent à tout binarisme, qui est une retombée du structuralisme qui a marqué la psychanalyse pendant un certain temps. Binarismo que viene del estructuralismo que marcó el psicoanálisis en algún momento. Alors, j'ai commencé par mettre en cause l'historicisme en la matière, et nous venons de voir la voie que nous indique Freud. Où nous mène-t-elle cette voie, sinon à considérer que la parole et la violence, si elles sont opposées, elles le sont, ne sont néanmoins pas indépendantes dans la mesure où elles sont articulées, voire nouées. Alors, vous me direz pourquoi? Ma réponse est la suivante. D'une part, parce que chacune, parole comme violence, commence là où finit l'autre, là où l'autre avoue son impuissance, ou plus radicalement, là où l'autre rend les armes. Mais aussi, d'autre part, parce qu'il est des paroles violentes, des paroles destructrices, et ce parfois, y compris dans la pratique psychanalytique elle-même, qui est maintenant relativement ancienne, puisqu'il date d'une vingtaine d'années. Marie-Jean Sauret et moi-même, nous nous étions attachés à faire de la violence, je le disais, un problème pour la psychanalyse, et donc à envisager sa spécificité au regard de catégories proches, de catégories connexes, comme l'agressivité, la pulsion d'agression, la pulsion de destruction ou la pulsion de mort, d'essayer de trouver ces coordonnées symboliques et imaginaires à la violence et d'essayer de cerner les jouissances au service desquelles elle opère et surtout sa ou ses fonctions au regard du sujet et du lien social. Dans ce travail, la clinique que nous avions convoquée l'était non pas pour illustrer une doctrine psychanalytique supposée de la violence, mais pour mettre en évidence les formes et les modalités de la violence dans le lien social contemporain. Notre recherche visait à montrer, entre autres, que dans nos sociétés, la violence porte électivement sur l'enfant, les enfants, la femme, les femmes, ou l'étranger dans la cité, les étrangers, quelles que soient leurs origines, c'est-à-dire, grosso modo, sur les figures de l'altérité, ce dont on peut dire aujourd'hui que ce sont les figures du symptôme, mais le symptôme entendu dans sa fonction de louage. Donc, à partir de ce qui constitue quasiment un argument, voire une thèse, je vais vous présenter quelques propositions et quelques frayages en rapport avec notre thème de travail du séminaire que, avec Marie-Jean Sauret, nous aurons l'occasion de développer et d'étayer dans les séances qui vont suivre.
Voy a terminar con algunos puntos que vamos a desarrollar, digamos, en el contexto del seminario que sigue. Pour conclure cette première contribution au travail de ce séminaire, je souhaiterais proposer 2 dernières articulations pour alimenter, nourrir nos échanges et élaborations. Alors, je m'excuse d'ores et déjà de leur caractère un peu condensé et peu élaboré, mais c'est la suite du séminaire qui va le faire. Alors, le premier que je souhaiterais introduire concerne le lien, je le dirais comme ça, entre violence et discours. Nous étions partis, vous vous en souvenez peut-être, de la violence et de la parole, et même, c'était une thèse de Lacan, que l'une, la violence, était le contraire de l'autre, la parole, l'une était l'envers de l'autre. Avant de convenir que finalement, il y avait tout intérêt à donner à la violence un statut qui ne la dissoudrait pas dans la phénoménologie des comportements et des conduites qu'on appelle agressifs. C'est qu'à dire vrai, c'est au regard du discours, et du discours seulement, que la violence, comme la parole, prennent leur statut et leur valeur. En effet, c'est le discours, qu'on l'entende au sens générique, ou qu'on l'envisage sous ses différentes formes instituées, dégagées par Lacan, le discours du maître, le discours de l'universitaire, le discours de l'hystélique et le discours analytique. Discurso del amo, discurso universitario, el DM, DU, discurso de la histérica y discurso analítico. Donc, c'est le discours qui de définir les règles, des règles et des normes qui encadrent et rendent possible la parole, lui confèrent signification, sens et efficience. J'ajouterai qu'à chaque fois, c'est lorsque ces normes et ces règles sont ignorées, bafouées ou transgressées que nous avons affaire à la violence sous ces 2 formes possibles, parole violente ou acte violent. De même, c'est le discours qui permet, une fois ces bornes dépassées ou l'état de violence établi, de pouvoir revenir à la parole autorisée et soutenue par les contraintes discursives. L'illustration la plus éloquente de ce fait nous est donnée par exemple par la commission Vérité et Réconciliation, qui a été initiée, vous savez, par Nelson Mandela et présidée par l'archevêque Desmond Tutu en 1998 en Afrique du Sud, peu de temps après la chute du régime de l'apartheid et l'instauration d'un régime démocratique. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait de passer de l'état de violence d'État de l'apartheid, et peut-on imaginer d'ailleurs, paradigme plus saisissant de la conjonction entre violence et ségrégation, que ce fameux apartheid justement, donc de passer à un processus politico-juridique de pardon et d'amnistie des fautes commises sous le régime de faim. Ce n'est pas tant l'esprit de la sagesse africaine antique et l'idéologie humaniste chrétienne qui sans doute irrigue ce projet qui ici m'intéresse. Ce qui m'intéresse, faisant appel à cette expérience, c'est la substitution en acte dans ce dispositif de la parole à la force. C'est la substitution des mots MOTS aux armes et aux violences de part et d'autre, c'est-à-dire du côté du pouvoir blanc comme du côté du mouvement de libération de l'Afrique du Sud. Es decir, del lado del movimiento de blancos y del lado del movimiento del África del Sur.
bien que je sois loin de tenir les deux violences pour équivalentes et symétriques, bien évidemment. Sans doute qu'ici même, en Colombie, la question a pu ou aurait pu se poser, mais je dirais que ma méconnaissance de l'histoire de ce pays ne me permet pas d'en dire davantage. J'en viens à présent à la deuxième articulation que je souhaitais vous soumettre. Cette deuxième articulation est relative à la violence et à la ségrégation, qui sont deux des signifiants maîtres, au fond, du séminaire de ce jour et des 2 jours qui vont suivre. Violencia y segregación, que son como dos significantes que van a conducir, significantes amo de la reflexión de estos días. Et on pourrait même ajouter à l'inclusion, puisqu'il y a 3 signifiants importants. Es decir, que hay 3 significantes, podríamos agregar la inclusión como otro significante importante. A priori, on peut penser que la violence et la ségrégation n'ont rien à voir. C'est sans doute le cas si la ségrégation se réduisait au pur procès de séparation, en quoi elle consisterait. Or, il n'en est rien, puisque derrière le mot de ségrégation se cache une série de processus assez divers et assez hétérogènes. De certains, au moins, de ces processus de ségrégation, je pense que nous sommes en droit de dire qu'ils fondent, qu'ils autorisent, voire qu'ils justifient des violences. Je poserai la question suivante, n'est-ce pas tout simplement le cas des violences exercées électivement, comme je l'ai évoqué plus haut, sur les figures sociales du symptôme, enfants, femmes, étrangers, et maintenant minorités raciales et ethniques, voire minorités sexuelles. Les ségrégations, ou la ségrégation qu'ils subissent, et qui entraîne fragilisation, précarité et vulnérabilité, est, pour ainsi dire, comme l'antichambre des violences que, tôt ou tard, ils subissent. Pas de violence sur les femmes sans la ségrégation qui les invisibilise, les infériorise, les livre à la soumission et aux exactions. De même que pas ou peu de pogroms sans ghetto, que ces pogroms, ces agressions violentes, soient pour les juifs ou les noirs, ou aujourd'hui pour les homosexuels, les gitans, les migrants, ou tous les autres ségrégés. D'où il apparaît que s'il existe, comme je le pense, des ségrégations horizontales et latérales qui ont parfois une visée de protection, jamais la ségrégation, notamment les ségrégations spatiales, les ségrégations sexuées ou sexuelles, ne peut favoriser la lutte contre les violences dans la mesure où elles sont elles-mêmes violences et génératrices de violences. D'où sans doute la raison des mouvements, en particulier dans les milieux scolaires et sportifs, pour promouvoir, par exemple, l'inclusion des autistes ou des sujets handicapés dans les classes. L'avenir nous dira si les politiques d'inclusion et donc d'intégration constituent la solution la plus juste ou la moins mauvaise pour traiter autrement et surtout plus dignement, utilise le même signifiant que Marie-Jean à la fin de son exposé, donc de traiter plus dignement le réel des différences que vise à traiter toute ségrégation. Je vous remercie de votre attention.